Bonjour à tous, soyez bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Ce soir, invitation au voyage avec les Corses du bout du monde. Voyage introspectif aussi. Un territoire ne vaut que s'il est quitté. C'est une question à laquelle tente de répondre notre invité ce soir. Rencontre avec Jean-Pierre Castellagne, écrivain. Découverte de son dernier ouvrage, Les Corses de la diaspora, aux éditions Scudo. Entretien avec Antoine Casubolo-Ferro pour échanger sur la notion d'identité. Enfin, sélection, la diaspora dans la littérature, les ouvrages de référence. C'est une chronique de Marcel Petriccioli. Cher Jean-Pierre, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous. Soyez le bienvenu. C'est un véritable honneur de vous recevoir. Alors, mon cher Jean-Pierre, vous avez accepté notre invitation à l'occasion de la sortie de votre livre, Les Corses de la diaspora. C'est un recueil de témoignages de Corses qui ont choisi de vivre ailleurs, mais qui n'ont jamais perdu leur identité, qui ont porté la Corse en eux. Alors, c'est pas que de la poésie, c'est vraiment un héritage qui est parfois inconscient, dont aucun ne s'est séparé. C'est vraiment ça que vous avez eu envie de compiler. Ce sont 17 témoignages de Corses du bout du monde. Qui sont-ils et surtout, où sont-ils ? Ils sont un peu partout dans le monde. C'est vraiment des représentants de la diaspora, au sens propre du terme, c'est-à-dire des Corses disséminés dans le monde entier. Il y en a au Japon, il y en a en Chine, il y en a à New York, il y en a à Porto Rico, il y en a au Venezuela, à Taïwan, etc. Et on les a cherchés, on ne les a pas tous trouvés, il y en a beaucoup. Et on a essayé de mêler des hommes, des femmes, des générations différentes, des métiers différents, des expériences singulières. Voilà, c'est un petit peu le choix. C'est presque une photographie de ces Corses du bout du monde. Oui. Plusieurs photographies de Corse du bout du monde. Oui. Alors, vous avez fait le choix du récit à la première personne. Pourquoi ? Parce que je pense que on ne veut pas faire un livre d'histoire. Non pas que l'histoire ne m'intéresse pas, mais l'histoire c'est plus objectif, scientifique, peut-être un peu ennuyeux parfois. Alors que là, on a voulu des textes, comme pour les ouvrages précédents d'ailleurs, Portrait de Corse, etc., Enfance Corse, on a voulu des témoignages directs, donc la première personne, le jeu, donner la parole aux gens pour qu'ils racontent leur histoire, me paraissait la meilleure syntaxe possible, le meilleur point de vue. Voilà pourquoi on leur a demandé un texte personnel, direct, non pas anecdotique, mais vraiment une expérience vécue. C'est vraiment de l'humeur. Oui, voilà, exactement. Mais il y a quand même une approche anthropologique. Oui, bien sûr, parce qu'on leur a demandé, non seulement, on n'aura pas demandé un récit de voyage ou une anecdote. D'abord, on a pris des gens qui avaient vécu plusieurs années à l'étranger, parfois même plus que leur vie. Et on leur demande surtout de réfléchir à pourquoi ils sont partis de Corse, de l'île, comment ils ont été accueillis au Japon, au Venezuela, et ensuite comment eux-mêmes ont perçu l'autre, l'étranger. Donc c'est là que c'est intéressant. Des textes établissent des passerelles très intéressantes entre la famille japonaise, la famille corse, etc. On a voulu faire un peu, sans être prétentieux, un peu d'anthropologie, c'est-à-dire des rapports entre le Corse et les autres. Mais toujours avec beaucoup de simplicité et d'humanité. Oui, bien sûr, les gens, on leur a demandé de bien écrire, bien entendu, ce qu'ils ont fait la plupart du temps d'ailleurs, mais d'être direct, oui. Alors vous l'avez dit, ce livre, c'est la suite de précédents ouvrages, toujours des portraits de Corse. La diaspora, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, qui vous intrigue. Pourquoi Jean-Pierre, la diaspora ? Il m'intrigue dans la mesure où c'est très ambigu comme concept. Pourquoi ? Mais parce que il y a plusieurs diasporas. Le mot grec veut dire dispersion, semence à l'étranger, mais bon, on ne peut pas comparer la diaspora grecque, la diaspora juive, la diaspora arménienne, la diaspora bretonne, etc., grecque, libanaise. Donc la diaspora corse est assez spéciale parce qu'elle n'est pas la conséquence d'un génocide, elle n'est pas la conséquence d'un exil politique. Je pense que la diaspora, vous l'avez dit au début, c'est la conséquence de l'insularité, c'est-à-dire l'obligation de partir à l'extérieur, surtout quand on est pauvre, qu'on est un peu abandonné, ce qui était le cas de la Corse au 19e, 20e siècle, partir à l'extérieur pour trouver l'aventure, une expérience nouvelle. C'est ça la diaspora. Et ça m'intrigue parce que toutes les définitions scientifiques ne correspondent pas toujours aux expériences des uns et des autres. Alors c'est peut-être davantage une réflexion sur l'identité en général, plus que Corse en particulier. Oui. Ben, l'identité corse, déjà, parce que partir à l'étranger, c'est confronter son identité de départ, dans ce cas-là, identité corse,
qui existe, a une autre identité, qui est l'identité new-yorkaise, portoricaine, japonaise. Et donc là, le choc des identités permet de comprendre sa propre identité, hein, qu'on oublie un peu quand on est enfermé dans l'île, et de découvrir l'autre identité, et de s'enrichir comme cela. Donc la diaspora, c'est le contraire de l'enfermement, bien entendu. C'est le désir de connaître l'autre. La diaspora corse, comment vous la définiriez ? Bien, il y a plusieurs diasporas. Il y a la diaspora historique, c'est-à-dire les départs des Cap Corsins au début du 19e siècle, à Porto Rico, au Venezuela. Donc là, Ils sont partis faire fortune. Ils partaient pauvres, ils faisaient fortune, ils revenaient, ils faisaient un palais ou certains et une tombe. Mais là, ce sont souvent des gens, on a le témoignage de la famille Vivonne, la famille Battistine au Venezuela, ce sont des gens qui faisaient souche. Hein, qui s'installaient, et encore aujourd'hui, leurs descendants, qui sont de moins en moins corses, souvent, mais qui pensent encore à la Corse quand même, certains reviennent. Ça, c'est une diaspora au sens premier du terme, c'est installation dans un pays étranger. Après, il y a la diaspora plus récente, que la diaspora des colonies, la diaspora des pays étrangers, où les Corses partaient. Hein. Qui ont fait souche aussi. Et puis, depuis quelque temps, il y a une diaspora économique, financière, institutionnelle, les gens qui partent conseillers culturels, professeurs, etc. Et donc ça, c'est une autre diaspora. Mais ce qui est intéressant, je crois, en mesurant ça dans le temps, c'est que ces diasporas ne sont pas les mêmes. Et même s'il y a des points communs, toujours, l'attachement à la Corse, la découverte de l'autre, mais la mutation technologique, l'Internet, les voyages, les mélanges de tous les peuples font que la diaspora qui part pour toujours, ça n'existe plus pratiquement. Les jeunes qu'on a dans le livre sont des gens qui vont et qui viennent. Qui vont à New York ou au Japon, ils restent 10 ans et ils reviennent. Ils bougent. Et de revenir, oui. Une sorte de nostalgie. Ouais. Alors c'est compliqué quand même à définir la diaspora. Du coup, vous avez fait appel à Edmond Siméon et à Michel Bruno, deux témoignages qui sont à part dans votre livre. Pourquoi ces deux-là ? Parce qu'on a voulu faire appel à... D'abord, Michel Bruno est un professeur de l'Université de Bordeaux qui est le meilleur spécialiste en France des diasporas. Il ne connaît pas la diaspora corse, il me l'a dit tout de suite quand je l'ai sollicité. Mais je lui ai demandé de faire un petit peu une approche théorique. Donc il y a quelques pages où il parle des rapports entre la diaspora, la nation, la transnationalité. Parce que la diaspora, c'est pas l'émigration, c'est pas l'exil, c'est tout à fait différent. Et il nous a donné un texte que je crois très savant et très intéressant, hein, comme base. Donc il est un peu à part, parce que c'est pas un récit à la première personne. Et Edmond Siméon, je pense que par rapport à la Corse, c'est le témoin quand même des 50, la mémoire de la Corse, vivante, et qui a traversé toute l'histoire récente de la Corse et qui se bat depuis des années pour la reconnaissance de l'identité corse et de la participation de la diaspora au destin de la Corse. Alors, mon cher Jean-Pierre, je vous propose de continuer à parler de votre livre et d'échanger cette fois sur la notion d'identité en compagnie de deux nouveaux invités. Je vous en prie, suivez-moi. Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous. Alors, on va parler d'identité en faisant les présentations. À côté de moi, Marcel Petriccioli. Alors, Marcel, vous êtes libraire, chroniqueur culture-littérature, vous êtes spécialiste de la bande dessinée et vous avez fait une sélection des œuvres de référence sur la diaspora. Nous avons également Antoine Cajibolo-Ferro. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, également écrivain. Alors, vous avez un parcours qui est très éclectique. Vous êtes en Corse, justement, spécialement pour le rendez-vous. La notion de diaspora, pour vous, ça a une véritable résonance. Vous n'êtes pas corse, mais vous auriez pu. Et j'ai en commun, en tous les cas, d'être d'une diaspora, puisque je suis sicilien. Et j'ai appris tout à l'heure que diaspora, ça voulait dire c'était dispersion en grec. Et je pense que justement, la diaspora, c'est ce qui prend le relais de la dispersion. Parce que tous les peuples sortent d'Afrique, ils se dispersent. La diaspora, c'est ceux qui restent, ce qu'ils sont. Et moi qui suis sicilien, un peu perdu en France, qui était un peu perdu aux États-Unis et qui recherche toujours un peu ces Siciliens à travers le monde, j'aime qu'il y ait une diaspora corse, j'aime qu'il y ait une diaspora juive, j'aime qu'il y ait des gens, non pas qui résistent, mais qui sont ce qu'ils sont longtemps. Parce que la mort d'une culture, la mort d'une langue, c'est la mort de l'humanité.
Donc Alors, voilà. vous l'avez dit, vous êtes d'origine sicilienne, vous êtes né en Tunisie, vous avez grandi en banlieue parisienne, vous avez voyagé, vous avez étudié à l'étranger, bref, vous êtes quand même très riche de cette mixité. Ouais. Mais trouver une identité, est-ce que ça a été simple? En fait, je pense que tout le monde vit ça quand on est de la diaspora, c'est qu'on ne sait pas très bien où on est assis. Hein, on est entre deux chaises. Moi, j'ai pris conscience assez vite de ce problème, c'est que dans le 19e à Paris, arrondissement, donc c'est là qu'arrivent tous les immigrés, etc. J'étais au CP et il y avait le tir à la corde. Et comme je suis né en Tunisie, il y avait des copains qui disaient « Hé, toi !» Alors, à la vie, d'un côté les Arabes, de l'autre côté les Français. Bon, je veux bien aller du côté des Arabes, je suis né en Tunisie, mais je sais que je suis pas arabe. Je veux bien aller du côté du Français, mais je sais que je suis pas français. Alors, je suis où? Et ça, je l'ai toujours vécu. À la fois, c'est marrant, et à la fois, c'est un drame, parfois. Parce que on a l'impression qu'on comprend pas bien les autres ou qu'ils ne comprennent pas bien. Et des fois, moi, je comprends les deux. Maintenant, comme disait monsieur, maintenant, je me suis acheté une maison en Sicile, une partie de la maison de mes ancêtres. Et j'y retourne régulièrement. Et j'ai l'impression qu'avec mes amis français, ma chérie française, je peux traduire. Je traduis les Siciliens pour les Français et je traduis les Français pour les Siciliens. Et moi-même, je suis français en Sicile et sicilien à Paris. Alors, les îles, ouais, c'est la Sicile, hein, c'est une île. Et donc fois. la Corse est une île. Et dans le livre, vous avez pu remarquer qu'il y a plusieurs îles. Les Corses vont partout, mais au Japon, qui est une île quand même, à Formose, au Mayotte, à Madagascar. Donc il y a une attirance vers les îles. L'insularité et pour rebondir revient. à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait juste, hein, mais c'est encore plus intense dans le bouquin. C'est notre choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris de diaspora sur le continent français. Ça nous paraissait trop facile, trop comment dire, c'est pas évident. éloigné. Trop évident, Il n'y a pas d'étrangeté, puisque bon. Alors que le Corse qui se retrouve à New York, au Japon, là, il découvre un univers, une civilisation tout à fait différente. Et les problèmes que vous aviez, qu'on vous prenait pour un arabe ou pour je ne sais quoi, à l'étranger, ça ne se passe même pas, parce que là, on est Corse et devant des Japonais. Enfin bon, il n'y a pas ce. C'est pas tellement qu'on me prenait, c'est que je savais pas où aller. Oui, bien sûr. Je voulais bien, mais j'étais tout à la fois. Entre deux, ouais, bien sûr. Puis c'est compliqué quand on a 6 ans, et je pense que ça a déterminé mon amour de l'histoire et de ce que je fais dans la vie. C'est que finalement, je suis né en Tunisie, je vis à Paris, je vois bien que j'ai un nom italien, enfin, j'ai pas un nom français, mais italien, en fait, je suis sicilien, c'est pas italien. Et je suis même pas sicilien parce que je viens de Favignane, qui est à côté de la Sicile. Donc à un moment, on a envie de chercher d'où on vient, parce que sinon on est un peu perdu. Et c'est les racines, la diaspora, c'est hyper important, c'est de savoir d'où on vient et de le garder là toujours. Le parcours d'Antoine, forcément, il est différent, mais moi, il me fait penser à un témoignage de votre livre, celui de Mathieu Paoli. C'est un homme qui s'est construit une identité riche, très très riche, si je puis dire, pardon, mais qui au départ était quand même confuse. Ben, il a construit, c'est quelqu'un de très étrange quand même. Hein. C'est un Corse, Paoli, qui est devenu israélien hein, et qui vit à Jérusalem. Donc là, c'est le passage, il n'y a plus d'entre-deux là. C'est-à-dire que là, il a adopté l'autre, hein, la condition juive, hein, israélienne, et son parcours est très intéressant. C'est une mutation totale, même s'il continue à penser à la Corse, à son enfance. Son nom, il change de nom, il était journaliste, même c'est un nom d'emprunt. Il change d'identité. Et il choisit l'identité corse, le point de départ, celui de ses grands-parents. Mais c'est la Corse, mais après, l'identité israélienne l'a emporté. Enfin, mais il continue à être attaché à la Corse. Parce qu'il vit sur le continent, il part, il part dans le nord. Enfin, oui, ben là, encore plus loin. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est un parcours très particulier. Un parcours très atypique, ouais. Alors, est-ce que, d'après vous, l'identité, ça se construit ou est-ce que ça se porte en soi, inconsciemment ? Moi, je pense que ça se porte en soi. Oui, c'est un petit peu des deux. Oui. C'est le grand débat entre l'inné et l'acquis. Au départ, on l'a et on le construit. On va peut-être trouver la réponse dans un livre. On va essayer, en tout cas. Avec Marcel. Vous avez sélectionné donc plusieurs ouvrages et le premier, c'est Dispersion, l'histoire des usages du mot diaspora. Oui. On va partir au début. Hein. En fait, voilà, l'auteur nous propose d'interroger sur la notion de diaspora. Il dit que c'est un mot qui est devenu à la mode depuis les années 90. Avant, on parlait pratiquement pas ou très peu de diaspora. Alors, il ne va pas réfléchir à la définition du terme, mais justement à son évolution à travers les époques. Ça va porter sur la pertinence et l'utilisation du mot diaspora. Alors, c'est un ouvrage qui est super bien documenté. On sent que l'auteur s'est donné un mal fou pour aller chercher des références historiques. 570 pages, donc il faut le digérer. C'est pas toujours facile. Vous allez souvent avoir le dictionnaire à portée de main parce qu'il y a des termes qu'on ne connaît pas, tout simplement.
Et franchement, c'est hyper intéressant parce que ça a un intérêt historique, sociologique et sémantique. On apprend que la première apparition du mot diaspora, par exemple, est venue au IIIe siècle avant Jésus-Christ dans un texte qui s'appelait la Sépante. Voilà, le travail de recherche est absolument inouï. Et si vraiment on veut, pour sa culture générale, si on est curieux, je vous recommande vraiment cet ouvrage. Encore une fois, c'est pas facile, mais c'est absolument passionnant. Ouais, franchement, ça vaut la peine. On s'enrichit tout simplement en lisant ce bouquin et on apprend plein de choses par rapport à la diaspora dont on nous parle à longueur de journée aussi. Et aux différents usages. Est-ce que vous avez vécu à l'étranger, respectivement? Oui, j'ai vécu 2 ans à New York. Oui, l'identité, elle est différente. Vous êtes reparti avec quelque chose de votre passage? D'abord, j'étais très fier de retrouver des Siciliens. Il y en a beaucoup. Cette espèce de légende. Et puis, je parlais tellement mal anglais que j'ai trouvé du travail dans des restaurants siciliens. J'avais le sentiment. Et puis, on me disait, mais ils aimaient bien comment je parlais, les descendants, parce qu'ils trouvaient que je parlais comme leurs grands-parents à eux. C'est vrai? Oui. Et puis, il y a un truc qui m'a beaucoup apporté, et c'est là que j'ai fait mon premier article, c'est sur Sainte-Lucie. Parce que Sainte-Lucie, c'est les Siciliens, le 13 décembre, ne mangent pas de pain. Pourquoi? Bah justement, pourquoi? Et quand j'étais petit à l'école, mon père me disait hein, tu peux faire le tir à la corde, mais tu manges pas de pain. Bah en fait, c'est parce que c'est le 13 décembre, au Moyen-Âge, à une époque, il y a une famine en Sicile et on implorait toutes les saints, Sainte Rosalie, Saint Antoine, etc., tout ce qu'on pouvait, et rien, il se passait rien, on continuait à mourir. Et le 13 décembre, on a vu arriver d'Afrique un cargo, un bateau plein de farine. Et là, on a tout de suite fait bouillir cette farine, on l'a mangée, ce qu'on appelle la cuchilla, qu'on mange encore aujourd'hui. Et je voulais savoir si à New York, si à Buenos Aires, si partout ailleurs, les Siciliens, le 13 décembre, ne mangent pas de pain. Donc c'était le début de mon enquête. Mais je me suis arrêté à New York. C'est ça aussi la diaspora? Transmettre une histoire? Oui. De là où on vient. Pour continuer dans nos expériences à l'étranger, moi j'ai vécu mon enfance et une partie de mon adolescence en Algérie. C'est pas Tunisie, mais enfin c'était un pays dit étrange, département français assez étrange. Et je me souviens qu'on fréquentait les Corses. Il y avait la Société des Corses, mes parents invitaient le dimanche des jeunes Corses célibataires. Je me sentais plus Corse qu'Algérien, ou que Français même d'ailleurs. Et ensuite j'ai passé 3 ans en Espagne. Alors en Espagne c'est différent. Les Espagnols ont la haine de la Corse à cause de Napoléon, bien entendu. Et que chaque fois qu'on leur dit qu'on est Corse, ils vous disent Napoléon. Mais j'ai pas senti en Espagne d'étrangeté, enfin, que peuvent ressentir nos auteurs là dans les Venezuela ou au Japon. Est-ce qu'on repart avec quelque chose, avec une nouvelle identité? Alors, à défaut d'une double nationalité, une double identité. Est-ce qu'on repart avec un morceau de l'histoire de là où on est passé? Oui, bien sûr. Les Siciliens de New York, vous en avez un peu en vous maintenant? De leur histoire. Je suis sicilien. Peu importe où on est. Et d'ailleurs, quoi. Oui, je crois qu'on est. Dans Diaspora, il y a ça. Il y a ceux qui sont restés. Enfin, je le vis quand je vais en Sicile. Il y a ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Et ceux qui descendent de ceux qui sont restés sont pas les mêmes. Et non pas de ceux qui sont partis, il y a une espèce de dynamique qui est différente. Et forcément, on s'éloigne. On s'éloigne et on essaye de s'arrimer. Et quand même, il y a la langue sicilienne, par exemple, ou les traditions siciliennes, moi j'en suis beaucoup plus porteur. Pourquoi? Parce qu'elle se dilue. Elle se dilue dans la société italienne, par exemple. Les gens parlent de moins en moins sicilien, de plus en plus. Je ramène des gâteaux, le gâteau de Pâques avec l'œuf au milieu que fait ma mère. Ma vieille cousine qui a 92 ans, si elle m'écoute, elle va pas être contente que je dis vieille, mais elle dit ça, la mia nonna la faceva. C'est ma grand-mère qui faisait ça, mais moi c'est ma mère. C'est pas ma grand-mère. Et donc il y a tout ça, voilà, et la diaspora est aussi la garante de la culture. Donc la langue, l'histoire, les symboles. On va poursuivre avec vous, Marcel, un autre ouvrage qui s'appelle Diaspora et Nation. Diaspora et Nation, de Chantal Bordès Benayoun et Dominique Schapper, c'est aux éditions Odile Jacob. Alors je vous dis très vite de quoi parle le livre. Il y a ce livre 2 parties. La première partie est intitulée Le ton des soupçons. C'est plutôt une partie historique. Ça va être divisé en 2 chapitres qui vont parler du principe du nationalisme contre la diaspora et des limites aussi du nationalisme. Et puis il y a une seconde partie qui est intitulée L'homme de la diaspora dans les siècles démocratiques. Vous l'avez compris, une partie beaucoup plus contemporaine. Là aussi, les chapitres vont être consacrés au rétrécissement du monde. On en parlait tout à l'heure. On voyage beaucoup. Maintenant, on ne reste plus. La naissance. On en parle aussi d'une société transnationale. L'inflation des diasporas. Il y en a de plus en plus. Ou encore la politique d'identité. Encore une fois, c'est un sujet qu'on a abordé. Alors là, par contre, pour le coup, c'est très abordable. À peine 220 pages.
Tout le monde peut lire ce bouquin, c'est très pédagogique. En fait, ça va nous expliquer l'importance des diasporas, leur influence qu'elles peuvent avoir sur les États-nations. Pourquoi avant ces États se méfiaient des diasporas, alors que maintenant on ne s'en méfie pratiquement plus. Pourquoi aujourd'hui on parle de diaspora pour tous les peuples dispersés. Pourquoi ces diasporas sont devenues l'objet de culte. Pourquoi toutes les revendications identitaires, maintenant on parle de diaspora pour n'importe quelle revendication, que ce soit religieuse ou autre. Voilà, on apprend plein de choses sur les diasporas de nos jours, et surtout les auteurs ont attaché l'ampleur du phénomène diaspora en y incluant des dimensions sociales et surtout politiques. Donc là on est vraiment dans ce qui se passe de nos jours, on apprend là aussi énormément de choses. J'ai trouvé cet ouvrage vraiment particulièrement intéressant, justement avec ce nouveau terme diaspora. Là, c'est un nouveau terme. Voilà. Donc franchement, je recommande ce bouquin. Ça ne parle pas spécifiquement de la diaspora corse, bien sûr, mais... Non, pour ça, il faut... voilà. Tout à fait. De Il n'y a pas Jean-Pierre. d'études théoriques de la diaspora corse, de toute façon. Il n'y a Non. pas d'études théoriques. Et d'ailleurs, Michel Bruno, qui est un grand spécialiste, quand je l'ai sollicité, m'a dit, moi, la diaspora corse, je ne la connais pas. Je connais l'égyptienne, la juive, la thaïlandaise, mais pour ça qu'il fait un exposé sur le transnational, justement. Mais je crois quand même qu'il y a une évolution de la diaspora, en particulier pour la Corse. Pas par rapport à la Sicile, je ne peux pas dire, mais par rapport à la Corse, la diaspora qui partait définitivement, ça n'existe plus. Maintenant, il y a ce mouvement d'aller et venue, de voyage aller-retour, qui fait qu'il y a un enrichissement. La diaspora s'enrichit en étant au Japon, et elle enrichit la Corse en revenant en Corse, momentanément ou définitivement, et chacun apporte à l'autre son expérience. Donc l'opposition, qui a eu une époque, qui a même parfois encore les gens de l'île qui disent à l'extérieur, vous êtes des arrogants, vous êtes riches, nous on est pauvres, bon, et on continue à parler corse, on est archaïque, ça tend heureusement à disparaître. C'est-à-dire que maintenant il y a un mélange des diasporas et du peuple qui est resté dans l'île au profit de l'identité et du destin, justement. C'est ça qui est intéressant. Mais ça dépend d'où on se situe sur la map monde, le planisphère. Parce que les diasporas dont on parle et dont moi je suis issu ou d'autres, dans notre pays, on vient de pays pauvres, de régions du monde pauvres. Et en fait, c'est ce que je vois dans les gens qui émigrent aujourd'hui et qui viennent en France ou en Italie, c'est que personne quitte son pays par plaisir. Personne. On part parce qu'on a faim. C'est le problème de mes arrière-grands-parents. On part parce qu'on n'a pas d'avenir. On part parce que la terre, elle est trop pauvre. Et ensuite, bien sûr, on fait souche. Et maintenant, on vit dans des pays d'opulence, la France, l'Italie, ailleurs, et les gens viennent chez nous. Et alors évidemment, il n'y a plus de diaspora parce qu'on peut prendre l'avion. On est riche, on peut prendre l'avion. Les Mauritaniens, ceux qui actuellement marchent en colonne et les Américains mettent un mur pour les empêcher de rentrer, c'est ceux-là qui vont faire les diasporas de demain, qui quittent leur pays à contre-cœur, au risque de se noyer, de se faire bouffer par des requins. C'est pas par plaisir, c'est parce qu'il n'y a pas d'avenir chez eux. C'est ce que nous éprouvions au 19e siècle, 18e siècle, etc. Voilà, on n'est pas au même endroit, le même moment de l'histoire et pas au même endroit de la géographie. Non, maintenant, si les gens partent, il y a une diaspora, c'est souvent pour revenir. Alors, ils vont partir peut-être à l'étranger, mais pour faire des études, pour travailler, parce qu'ils ne trouvent pas en France. Pour s'enrichir, pour s'enrichir, mais souvent avec la volonté de revenir. Voilà. C'est nous occidentaux, c'est autre chose. C'est pas les diasporas économiques dont nous sommes issus. Les Corses ou... Politiques. Oui, Les politiques, immigrés, bien les sûr. exilés. Religieuses. Les Corses ne sont pas exilés États-Unis, c'est politiques ou religieux. Ils sont Il y a toujours l'envie de revenir. Ah oui. toujours. Ah oui, il y a toujours l'envie de revenir. C'est pour ça que votre question sur l'identité de base, innée, c'est le corps, hein, c'est l'enfance, c'est la nature, c'est le village. C'est ça. Pourquoi le village? Le village. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Qui revient tout le temps. Moi, ça m'a frappé. C'est universel. Tous les bouquins, Corse. quand un Corse rencontre un Corse à l'étranger, il dit tout Quel pareil. village Quand un Parisien rencontre un autre Parisien à l'étranger ou un type de Lyon, il ne demande pas quel est ton village. Hein. Non, il y a encore des Parisiens. Non, il dit Encore des quelle est ta Français. ville. Non, la notion. D'ailleurs, moi, ce qui me frappe dans les rues à Ajaccio, en passant, j'entends les jeunes qui disent dimanche, je monte au village. Oui. Ils disent même pas le nom du village. C'est ça. Je monte au village. C'est une notion à part. C'est une notion à part. Pour eux, elle est claire. Quoi. Allez, très rapidement, une Allez, minute vite. pour le dernier ouvrage qui est une BD, forcément. C'est une BD en fait sur la diaspora vietnamienne qui est obligée de s'exiler à cause de la guerre. En fait, l'auteur a été chercher des témoignages de femmes qui ont expliqué leur arrivée aux États-Unis, soi-disant l'Eldorado,
Et puis voilà, c'est toutes les difficultés que toutes ces familles ont rencontrées. Bien sûr, la misère, hein, ils n'ont pas d'argent. La difficulté de la langue, pour encore plus difficile de s'intégrer quand on ne parle pas, à trouver du travail aussi. Et puis, alors une notion qui est assez marrante, entre guillemets, cette notion de liberté qu'ils ont aux États-Unis. Presque, ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Donc c'est assez intéressant. Et ce qui montre surtout, c'est qu'il a été se balader dans les différents quartiers des différentes communautés asiatiques aux États-Unis. Il s'est aperçu, on le sait, qu'ils ont reconstruit exactement ce qu'il y avait dans leur pays. On retrouve même l'atmosphère qu'on peut retrouver en Thaïlande, au Japon. La nourriture. La nourriture aussi, exactement. Donc ils ont un pied aux États-Unis et en même temps un pied dans le pays dont ils sont obligés de partir. Et ça, l'auteur le montre très très bien dans cette BD, qui est absolument fabuleuse, encore une fois, et qui montre que les femmes sont très très fortes. Merci infiniment à tous d'être venus au rendez-vous. Merci pour ce voyage. Bon, évidemment, on revient au bercail. On rappelle Corse de la diaspora, Jean-Pierre Castellagne, votre livre aux éditions Scoud. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous. Ciao.